La maladie du sommeil, présentée par Lauriane et Cali. Alors, qu'est-ce que la maladie du sommeil? Celle-ci peut aussi se retrouver d'un autre nom, plutôt complexe, son nom scientifique étant la trypanomiase humaine africaine. En gros, elle est une maladie tropicale qui se retrouve surtout en Afrique depuis 2010 à maintenant. La plupart des personnes affectées sont surtout situées dans la République démocratique du Congo, un beau 70% de la population africaine. Il y a plusieurs pays dans ces environs qui ont eu autour de 10 à 100 nouveaux cas, dont le Tchad, le Congo, l'Angola, la Guinée, la République centrafricaine, le Malawi, le Soudan du Sud et enfin le Gabon. Pour les pays qui ont eu de 1 à 10 nouveaux cas en 2018, il y a l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Cameroun, la République unie de Tanzanie, la Guinée équatoriale, le Zimbabwe et la Zambie. Pour finir, il y a des cas occasionnels dans le Burkina, le Nigeria et le Ghana de 2010 à 2020. Il est possible qu'il y ait des zones à risque non enregistrées ou mal enregistrées à cause des obstacles comme l'instabilité sociale ou des difficultés d'accès de certaines régions. Alors il est très important de faire attention lors d'un voyage en Afrique, car ce n'est pas juste une simple maladie comme le rhume. Il y a même eu 3 grandes épidémies, dont une de 1896 entre 1906, principalement en Ouganda et le bassin du Congo, tandis que la deuxième, en 1920, a touché plusieurs pays africains. La plus récente étant en 1970, et celle-ci a duré jusqu'à la fin des années 1990. Alors, comment autant de personnes peuvent l'attraper cette maudite maladie du sommeil? Tout commence avec une simple piqûre de mouche. Plus précisément, la mouche tsetse, ou surnommée aussi en tant que la glossine, qui fait la transmission de la maladie quand elles sont infectées. Par contre, ce n'est pas toutes les espèces qui peuvent la transmettre. Ces mouches ressemblent plutôt à des abeilles que des mouches qu'on croise dans les rues, incluant leur taille. Elles sont brunes, grises et piquent souvent durant le jour. Elles sont un peu difficiles à différencier des autres insectes, mais leurs piqûres sont plutôt douloureuses. Elles deviennent infectées lorsqu'elles se nourrissent de sang de quelqu'un ou d'un autre animal infecté et finissent par toucher les autres humains dont elles se nourrissent. L'infection commence habituellement avec des parasites pathogènes. En gros, c'est juste un grand cycle. Les conséquences de la maladie du sommeil sont quand même très graves. La piqûre impliquée sur la victime va non seulement faire mal, mais elle va aussi rendre la peau qui l'entoure d'une couleur très rougeâtre. Ce n'est peut-être pas si grave d'un premier coup d'œil, mais le vrai problème vient après quelques semaines, lorsque la personne piquée peut avoir de la fièvre, des adénopathies, dont un nœud lymphatique en autres mots, des douleurs musculaires et articulaires, des migraines et une irritabilité sur la peau. Mais ce n'est pas tout. Dans des stages encore plus avancés, la maladie du sommeil peut aller jusqu'à attaquer le système nerveux central pour aller donner plusieurs problèmes nerveux comme un état constant de confusion, des troubles de personnalité, un changement de rythme cardiaque, des troubles d'élocution, des crises convulsives et même donner des difficultés à marcher ou à parler. Imagine! Ça s'appelle le stade neurologique ou plutôt le méningo-encéphalique. C'est encore plus dangereux pour les femmes enceintes de bébés, car apparemment, le trypanosome peut franchir la barrière placentaire et infecter le fœtus. Un des principaux moyens de lutter contre la maladie du sommeil est de diminuer le nombre de mouches tsetse et de réduire les réservoirs d'infection. De plus, en dépistant des personnes qui risquent d'attraper la maladie, on découvre des personnes l'ayant développée plus tôt que prévu. Donc, les scientifiques ont déduit que le diagnostic devrait être posé le plus tôt possible et avant le stage avancé pour éviter les traitements compliqués, difficiles et aléatoires. Le traitement varie selon le stade et la forme de la maladie. Par exemple, au premier stade, les médicaments sont moins toxiques et plus faciles à prendre que les autres stades. Le patient doit être suivi pendant une période de 24 mois et ce suivi contient des examens de laboratoire de liquide biologique. De plus, il peut y avoir un examen du liquide céphalorachidien qu'on obtient par ponction lombaire. Le parasite, étant donné qu'ils peuvent rester actifs pendant longtemps, peuvent mener à une rechute des mois après le traitement. Le traitement peut ne pas faire effet au deuxième stade de la maladie. Ça dépend si les médicaments peuvent franchir la barrière hémato-encéphalique et atteindre le parasite.
Il y a 6 médicaments utilisés dans le traitement de la trypanosomiase humaine africaine. Ils sont fournis à l'OMS, distribués gratuitement aux pays d'endémie. Il y a la pentamidine qui a été découverte en 1940. Elle est utilisée au premier stade et le patient la tolère. Ensuite, la suramine qui a été découverte en 1920. Elle est utilisée dans le premier stade et elle cause des effets indésirables au niveau des voies urinaires et des allergies. Après, il y a le mélarsoprol qui a été découvert en 1940. Il est utilisé pour toutes les formes de la maladie. Il y a plusieurs effets indésirables, dont l'encéphalopathie, qui peut être mortelle. Il y a aussi l'eflornithine qui a été découvert en 1990. Le protocole de ce médicament est strict et difficile à appliquer. Il y a la nifurtimox qui a été découverte en 2009. Elle simplifie l'administration du médicament l'eflornithine, ce qui veut dire que le traitement sera moins long et qu'il y aura moins de perfusion intraveineuse. Finalement, il y a le fexinidazole qui est un nouveau médicament. Il se prend par voie orale et il est utilisé pour les 2 stades de la maladie. L'eflornithine et la nifurtimox font partie des médicaments essentiels dans la liste OMS. Donc, ces médicaments sont offerts gratuitement aux pays d'endémie ainsi que le matériel nécessaire pour l'administrer. Le fexinidazole fait aussi partie des médicaments essentiels dans la liste. Une des conséquences est que l'Afrique n'a pas toujours les ressources pour faire des dépistages régulièrement. Alors, beaucoup de personnes en meurent sans savoir qu'ils avaient la maladie du sommeil et dans quel stade. Une autre est que les médicaments rendus au 2e stade sont beaucoup plus toxiques que ceux du 1er stade, donc ils sont moins bons pour les patients.